si le fléau de l'indiscipline administrative reste toujours de mise, je pense que notre pays retombera toujours à sa place qu'il était avant l'arrivée au pouvoir du nouveau départ, le 6 avril. Tout ça, on a l'impression que tout ça vicie quelque peu l'atmosphère. Il y a comme une tension qui est constante, qui est permanente, ce qui n'est pas favorable à la prospérité de la vision du chef de l'État ou du développement. Non, mais quand vous parlez de tension palpable, vous savez, pour que nous venions au monde, vous, moi, il a fallu que notre maman passe quelques moments de souffrance. Difficile. Enfanter, c'est difficile. Tout ce qu'on veut faire de bien présente toujours des situations difficiles qu'il faut accepter de traverser. C'est comme dirait l'autre couramment, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Nous ne pouvons pas... moi, je vous dis, il y a encore beaucoup de dossiers qui vont encore crisper beaucoup plus que ça. Attendez, vous allez voir. Beaucoup de dossiers. Dans les confidents, ayons peut-être la primeur sur ce plateau. Ben non. Ce n'est ni mon rôle, ni ma fonction de venir parler de ces dossiers. Le gouvernement a son agenda, et au fur et à mesure que son agenda évolue, les dossiers de corruption où les audits ont révélé des malversations seront mis à la connaissance du peuple, des journalistes que vous êtes. Donc le gouvernement fera son travail, nous faisons notre travail, et puis tout cela concourt à édifier un État, un véritable État qui réponde aux aspirations du peuple béninois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout ça prend du temps? Le nouveau départ devrait n'avoir que 5 ans, on est à 2 ans, il ne reste que 3 ans. Pourtant, on passe beaucoup de temps à regarder dans le rétroviseur. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout ça prend beaucoup de temps? Peut-on avancer dans ces conditions? Je vais vous faire une confidence que je n'aime pas souvent faire, parce que de nature, je suis très discret. Je suis membre de l'unité présidentielle de suivi, c'est-à-dire, c'est nous qui suivons l'ensemble des projets du PAG. Des réformes à la phase conception jusqu'à l'opérationnel sur le terrain. Mais lorsque je vais le dire, on va peut-être dire que non, c'est parce que le parti RBNV est membre du nouveau départ. Mais depuis les indépendances de notre pays, depuis les années 60... C'est une récompense que vous ne nous avez pas dite au départ, monsieur. Non, ce n'est pas une récompense, c'est un poste purement technique, c'est un poste d'expert. Je suis expert en management, je suis un administrateur, donc je mets mes compétences au niveau... Il y a beaucoup d'autres experts, et puis ce n'est pas... On va vous laisser aller dans la confidence que vous voulez nous faire. Non, la confidence, c'est que, vous savez, depuis les indépendances, jamais notre pays n'a connu une telle ardeur de travail, de réforme, de structuration, de cadre d'organisation de notre pays. C'est jamais. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin. Vous n'étiez pas participé à toutes les gouvernances. Vous n'avez pas été membre de l'unité présidentielle de toutes les gouvernances. Lisez un peu le rapport de AWEPA, où je pense, en tout cas, les sociétés, les organisations internationales s'occupant des questions de société civile et politique ont dressé le rapport des 2 premières années du président Patrice Talon. Allez-y voir le résultat. C'est la première fois qu'un chef d'État arrive avec un programme. Il dit, voilà mon programme, je vais l'exécuter, je tiens mes engagements. Et on a évalué entre le projet de société, ce que le président a promis, et à 2 ans de son parcours, qu'est-ce qui a été réellement fait. Vous êtes journaliste et vous avez la capacité de faire de l'investigation. Faites l'investigation, vous allez voir à quel niveau de structuration notre État se trouve aujourd'hui. Si nous pouvions avoir 4 heures de temps, je pourrais vous exposer pan par pan, point par point, l'ensemble des réformes qui ont permis aujourd'hui à notre pays quand même de commencer à se dire véritablement nous sommes dans un véritable État. Voilà. Donc nous y reviendrons si vous le voulez bien. D'accord. Alors est-ce qu'il n'y a pas de triomphe précoce dans la lutte contre la corruption? Il est vrai, il y a une certaine avancée par rapport aux autres régimes. Les dossiers sont désormais remis à la justice. Mais la justice également, c'est du temps. Monsieur Videgla, est-ce que vous ne vous réjouissez pas trop déjà de cette lutte qui se mène? Non, est-ce que la lutte contre la corruption est une réjouissance? Je pense que non.
je suis assez étonné que vous disiez... Non, puisque vous dites, oui, personne nous saluons la volonté du chef d'État personne ne se réjouit d'une situation délétère. C'est comme l'a dit M. Nadim, il a dit, ça crispe la situation parce que dans la lutte contre cette corruption, il y a les partisans du chef de l'État qui se retrouvent en ligne de mire et qui sont sanctionnés, qui sont jetés même en prison. Pas trop. Vous avez un exemple à nous donner? Ah ben oui, il y a des exemples. Oui. Vous avez vu l'ancien DG du CNCB, il est en cavale actuellement. C'est des jeunes que j'ai encadrés pendant la campagne qui a travaillé ardemment pour le nouveau départ. Mais vous en avez beaucoup. C'est pratiquement le seul, non? Bon, non, c'est dossier qu'on connaît officiellement. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Si vous en connaissez, aidez-nous peut-être à citer deux. Il y en a beaucoup, je l'ai dit tantôt, mon rôle sur ce plateau n'est pas de faire le travail. Le gouvernement a un agenda et il porte à la connaissance du peuple au moment opportun les dossiers qu'il juge opportuns. Mais moi, ici, je vous dis déjà, même les partisans du chef de l'État, qui de près ou de loin sont souvent mêlés à des malversations, ils subissent les rigueurs de la loi. Et il y en a beaucoup, donc actuellement, qui sont dans le cas. Donc... voilà, donc il n'y a pas de chasse aux sorcières comme beaucoup le pensent. Quand on prend l'exemple du DG de la SONEB où beaucoup de gens pensent que c'est une chasse aux sorcières, non, c'est le lieu de rétablir un peu la vérité. L'ancien l'ex-DG de la SONEB est un cadre compétent de l'État qui, vous avez vu, malgré qu'il a travaillé sous l'ancien régime, le nouveau départ l'a gardé pratiquement durant les 2 ans. Il était à son poste, il travaillait en bonne entente avec l'ensemble du secteur de l'eau, etc. et tout. Mais ce qui s'est passé, c'était plutôt un problème de malversation sur la fiscalité de la SONEB. Donc, vous comprenez. Donc, ce n'est pas une question. Les gens ont tout fait de mettre... non, c'est une chasse aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est votre pensée. Non, pas que nous. Pas je le pense, c'est là. Juste relever que d'autres ont des avis contraires par rapport à ce que vous dites. D'autres ont des avis contraires. Ils n'ont qu'à nous prouver en quoi c'est une chasse aux sorcières. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas précis de malversation qui n'ont pas été sanctionnés autour du chef de l'État? Je ne pense pas. Donc, voilà. S'il y a pas... Nous, peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, vous allez peut-être dire, oui, bon, il y avait telle personne qui a fait malversation. Pour le moment, s'il y a malversation, automatiquement, le chef de l'État prend les mesures pour démettre de ses fonctions le mise en cause et le mettre à la disposition de la justice. Voilà comment le président fonctionne. D'accord. On veut bien croire en la bonne volonté du gouvernement actuel dans l'investissement au quotidien pour induire du bien, sauf qu'on n'a pas le sentiment, on n'a pas l'impression que ça va mieux. Les affaires, les populations se plaignent, les gens se plaignent. Pourquoi il y a autant de plaintes alors que ce gouvernement est celui qui s'est investi le mieux depuis 1960, comme vous le dites? Non, ben écoutez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je pense que c'est Lavoisier qui l'avait dit. Dans la marche de notre pays, il n'y a rien qui se perd. Aujourd'hui, notre pays était arrivé à la croisée des chemins. Le chef de l'État avait soit l'option de dire, bon, je continue dans le même système qu'avant, je viens, je distribue de l'argent, j'encourage les meetings chaque week-end où on distribue des billets de banque, je laisse place à la gabégie dans la gestion des entreprises d'État, etc. Et là, l'argent va circuler. Savez-vous combien de fausses factures les gens faisaient? Rien que dans les billets de voyage d'avion, il y en avait pour plus de 15 milliards de francs CFA, de fausses factures. On ne compte pas les autres fausses factures faites par les entreprises qui spoliaient complètement les deniers de l'État. Il a dit halte à ça. Vous savez, si, M. Landry, si vous êtes quelqu'un dans le système où vous faites des passe-passe, vous faites du business, comme on l'appelle, et vous gagnez du faux argent. Par exemple, vous gagnez 25 millions aujourd'hui. Vous n'avez presque rien fait, c'est de l'argent gratuit. Vous allez donner 2 millions peut-être à votre maman, à votre petit frère qui s'attendait à avoir une moto, à votre épouse qui voulait une voiture, vous allez lui acheter une voiture facilement. Et puis bon, à la maison, vous distribuez parce que ce n'est pas de l'argent gagné honnêtement. En fait,
qu'est-ce qui se passait dans notre pays? Il y avait beaucoup d'argent licite qui circulait. Ce n'était pas de l'argent gagné à la sueur du front. Je pense, et je soutiens ce que je dis. Je soutiens. Oui. Les preuves existent. Les preuves existent, nous l'avons dit. Nous avons donné un exemple. Les vendeurs de billets d'avion, les compagnies, les agences de voyage. Mais on a fait l'audit et vous avez vu, si vous vous rendez compte de ce qu'on a vu là, mais c'était extraordinaire. C'est des milliards de nos ressources. Et ce genre de situation, on a mis un frein à ça. Et vous voulez vous dire que depuis 2 ans, il n'y a plus de surfacturation dans l'administration? Non, mais écoutez, comment on peut dire qu'il n'y en a pas? Tant qu'il y a l'administration, il y aura toujours des situations difficiles. C'est comme si vous voulez dire, je ne vais plus jamais tomber en panne, je ne vais plus tomber malade, je vais plus... Non, c'est la vie de la nation, comportera toujours des situations difficiles, des situations, etc., etc. Ça fait partie. Même que ce soit à la Maison-Blanche ou à l'Élysée ou dans n'importe quelle gouvernance du monde, les impairs, les glissements ne manqueront jamais. Alors, la lutte contre la corruption, ce n'est qu'un pan du programme d'action du gouvernement. Il est mis en œuvre depuis 2 ans. À ce jour, quelle appréciation faites-vous de ce qui est fait jusque-là? Bon, ce qui est fait jusque-là, d'abord, il convient de resituer un peu le contexte dans lequel le gouvernement a lancé le programme d'action du gouvernement. Il fallait d'abord transformer le projet de société du candidat avec l'ensemble des idées que les partisans et les alliés du nouveau départ ont apporté. Il fallait transformer ces projets en un programme d'action. Donc, le gouvernement a passé une année entière à diagnostiquer, construire, modeler, structurer le programme sur la base duquel notre pays va être complètement reconstruit. La structuration est finie, vous avez assisté au lancement comme tout le monde. Il fallait ensuite mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce programme d'action du gouvernement. Ensuite, il fallait mettre en place les mécanismes de gestion et de structuration efficaces, de contrôle efficace de la mise en œuvre du PAG, d'où la création des agences. Au niveau de chaque ministère, aujourd'hui, on a sorti tout ce qui est exécution, tout ce qui est programme, pour créer des agences au sein desquelles on loge ces programmes. Pourquoi? Parce que le fonctionnement des agences est léger. Ils ont l'autonomie de gestion financière, ils ont l'autonomie d'action qui leur permet d'aller plus vite que la lourdeur administrative des ministères. Vous avez pas aussi gratuit. Vous avez l'installation des unités présidentielles de suivi. Pas ma question, oui, allez-y. Je demandais, les agences, c'est pas aussi gratuit, c'est de l'argent aussi qu'on dépense pour davantage payer les gens. Vous savez, on dit tout ce qu'on veut faire avec sérieux et qualité a un coût. Mais vous voulez qu'on laisse des éléphants blancs comme celui de l'Assemblée nationale? Non. Mais il faut des agences spécialisées, avec des techniciens et des experts, des ingénieurs spécialisés qui mènent des études pointues, à l'issue desquelles on monte les dossiers d'appel d'offres avant de sélectionner des entreprises aussi pointues pour l'exécution de ces marchés. La démarche du gouvernement est claire sur ce point. Le recours systématique aux agences, c'est ça qui suscite pas forcément l'étonnement de... Non, ce n'est pas l'étonnement, c'est une méconnaissance. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Nous avons, le nouveau départ a un déficit, c'est celui de la pédagogie communicative. Nous n'expliquons pas bien. Parce que c'est quoi les agences? Partout au monde, dans les grandes démocraties, en France, partout, ce sont les agences qui exécutent les programmes de l'État. Ce n'est pas le rôle des ministères. Parce que les ministères, c'est l'administration. Ici, les agences, c'est l'exécution. On a créé l'agence du cadre de vie qui s'occupe de tout ce qui est aménagement urbain, construction des logements, etc. et tout. L'agence du développement du patrimoine culturel et du tourisme qui s'occupe du tourisme, etc. Il y avait des structures dans le ministère qui s'occupaient exclusivement de tout cela. Oui, mais ces structures, pourquoi est-ce que nous assistons à ces éléphants blancs? Vous pensez qu'une agence chargée de réaliser un ouvrage aurait pu faire ce qu'on a vu au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas.
Parce que c'est des équipes restreintes. La décision, elle est restreinte. Il y a un directeur général, un directeur administratif et financier, un président de conseil d'administration, des experts comptables pour auditer la gestion. C'est des partenaires au développement qui apportent leur concours. Donc la gestion est allégée et permet un certain pragmatisme dans la mise en œuvre de ces programmes. Voilà, la création des agents simplifie le temps de mise en œuvre et donne plus de qualité et d'expertise dans la réalisation des PAG. Le temps est-il vraiment simplifié? On sait que le nouveau départ veut aller vite, très vite d'ailleurs. Pourtant, il y a beaucoup de temps, on met beaucoup de temps à faire les études, à analyser, à voir les contours, etc. Est-ce que finalement, cette méthode est productive? Elle est très productive. Je vous donne un exemple. Monsieur Landry peut-être a un projet de construire une belle petite villa. S'il en a déjà fait pour lui-même ou vous, c'est que je vais construire pour ma maman. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, vous allez voir un architecte pour traduire les idées que vous avez en plan réel. L'architecte va vous livrer le plan dans combien de temps? Je vous pose la question, s'il vous plaît. Une villa de 3 chambres, salon, garage, gazon, une petite piscine si vous voulez. En combien de temps l'architecte va vous livrer le plan? Non, c'est vous qui répondez aux questions ici. Oui, non, c'est nous qui répondons aux questions, mais il est important que les téléspectateurs comprennent que la marche de toute chose doit précéder d'un processus et d'une méthodologie. Pour qu'un architecte fasse le plan d'une petite maison de 3 chambres, salon, il lui faut au minimum 1 mois. 1 mois d'études minimum pour faire le plan d'une petite maison. Alors imaginez de faire le plan de reconstruction d'une nation entière. Ça va prendre 10 ans, vous le dites? Non, ça a pris juste 1 an pour faire tous les plans nécessaires. Deuxième année, mobiliser les financements. Nous sommes dans la phase d'exécution du PAG, d'où la mise en place des unités présidentielles de suivi. Nous avons 11 unités présidentielles de suivi. Nous avons l'unité présidentielle qui suit les programmes au niveau de l'agriculture, l'unité présidentielle agriculture, élevage, pêche. Nous avons l'unité présidentielle de suivi éducation, qui suit tout le secteur de l'éducation. L'unité présidentielle de suivi cadre de vie. On va pas citer les 11, voilà. Non, on ne va pas citer les 11, mais c'est pour vous dire, pourquoi j'ai voulu citer, pour que vous compreniez le souci du chef de l'État. Nous avons en amont les agences, nous avons les directions des ministères, mais nous avons les unités présidentielles de suivi qui, chaque semaine, contrôlent l'action des agences, des directions dans les ministères et des activités de l'ensemble des projets du PAG. Lorsqu'il y a une anomalie, ne serait-ce qu'une toute petite anomalie, l'alerte est donnée et des sanctions sont prises automatiquement. Donc voilà un peu le mécanisme global de fonctionnement du système. En tout cas, le temps nous permettra d'évaluer, d'apprécier est-ce que la formule trouvée par le chef d'État était la meilleure que ce que nous avons observé jusque-là, jusqu'à 2 ans, peut-être le chef d'État encore 3 ans, s'il n'avisait pas. En tout cas, pour qu'on puisse davantage apprécier. Monsieur Auguste Villegras, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Le chef de l'État, il y a 2 ans, avait promis, en tout cas, dès, je crois aussi, au lendemain de la formation du gouvernement, avait dit la dette intérieure de 300 milliards de francs CFA, nous allons payer les prestataires à l'interne. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Ils ne sont pas payés, ils se plaignent. Et l'argent ne circule pas, monsieur Villegras. Vous avez une réponse à ça? Oui, la réponse, elle est toute simple. C'est que, vous savez, le nouveau départ a trouvé les caisses de l'État pratiquement vides. Il y avait 47 milliards. Hein? 47 milliards, 47 milliards liquide, ne payent même pas, payent à peine même 1 mois de salaire, même pas. Donc, vous savez, notre budget est constitué à 30-35% de la prise en charge des salaires, des charges régaliennes de l'État, des charges de souveraineté, etc. Nous avons une crise économique qui n'est pas seulement au niveau du Bénin. La chute du Naira, qui a freiné un peu l'économie, la crise économique internationale qui a commencé à s'estomper graduellement, la mise en œuvre des différentes réformes qui étaient indispensables pour repositionner notre État dans les conditions favorables à recevoir les investissements et à mettre en route son développement, ont fait en sorte que les ressources disponibles devaient suivre une certaine structuration. Or, deuxièmement, il fallait mener des audits dans tous les secteurs, tous les ministères pour comprendre cette dette intérieure, quelle est la proportion qui est une dette exigible et une fausse dette.
300 milliards nous manquent depuis 2 ans, vous voulez dire? Non, pas 300 milliards nous manquent. En tout cas, les chiffres qui avaient été avancés au départ, et pendant ce temps, ils disent que d'autres factures sont payées avec célérité, M. Videgla. Oui, non, les factures actuelles ou d'autres, mais beaucoup de factures ont été payées, hein, même, c'était pas que 300 milliards. La dette intérieure était de près de 1000 milliards. Non, c'est pas des prestataires. Des prestataires internes. Oui, les prestataires, beaucoup ont été payés, d'autres ont eu 50%, 25% en fonction. Vous savez, un État, c'est pas la magie. Le gouvernement ne fait pas de la magie pour cueillir de l'argent. C'est le travail chaque jour, c'est les recettes douanières, c'est les recettes fiscales, c'est la mobilisation des ressources que les partenaires mettent à notre disposition. C'est ça. C'est pour cela que nous devons agir avec beaucoup plus de détermination et appeler notre peuple à plus de travail. Parce que ce n'est pas le travail que la productivité peut être au rendez-vous, et par la productivité, nous créons beaucoup de richesses. Notre pays est un pays pauvre. Nous n'avons pas de produits d'exportation, à part le coton. Nous n'avons pas d'usines qui créent de l'emploi. Notre tissu industriel est complètement à terre, voire inexistant. Qu'est-ce que nous faisons? C'est le secteur marchand seul qui fonctionne. Or, le secteur marchand ne crée pas de la valeur ajoutée. Acheter, vendre, vous ne créez pas de la valeur ajoutée. Vous êtes commerçant, vous avez votre cachet, vous avez des chiffres d'affaires, vous achetez, vous vendez, vous avez vos bénéfices, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'emplois. Donc, pour créer la richesse, il faut transformer notre tissu économique, il faut transformer notre organisation, d'où les réformes. Donc, moi, je pense que les dettes, beaucoup ont été payées, il reste encore à payer, mais le régime ne pouvait pas prendre sur lui d'hypothéquer aujourd'hui en payant toutes les dettes brutalement. Comment? Il y a des mécanismes de mobilisation. Non, on va évoluer, mais il y a des mécanismes de mobilisation. Vous avez vu, il y a eu un tollé, mais c'est ce que tout le monde fait. L'État a lancé un appel à mobilisation au niveau régional et international pour racheter ces dettes. Qui est sur 360 milliards. Voilà, pour racheter ces dettes auprès des banques pour niveler et réinjecter de l'argent frais dans l'économie. Ce qui serait un risque aussi selon certains experts en économie ou bien c'est pas. Non, absolument aucun risque. Hein. Même vous-même, vous voyez, vous avez un prêt à la banque. À un moment donné, vous avez un investissement à faire qui dépasse votre prêt. Le ministre Paquet le dit, le recours systématique à ces emplois au rachat, c'est un risque quand même pour l'économie. On vous a compris un peu sur ce point. Notre grand souhait, c'est d'avoir un jour le ministre des Finances pour débattre de toutes ces questions. Sur le plan social, je lui transmettrai le message. D'accord. Si nous suit aussi, ce serait une bonne occasion. Alors, sur la question du social, il y a aussi quand même une suspension des motions de grève. On a vu les enseignants, en tout cas pour les 3 centrales qui restent suspendre, les magistrats aussi, les médecins, je crois, qui doivent reprendre lundi prochain. Quelle leçon on a tiré de tout cela? Un soulagement tout de même, non? Un grand soulagement, vous savez, au niveau de notre formation politique, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, depuis le déclenchement de cette fronde sociale, de ces grèves perlées, nous avons tenu même un conseil national extraordinaire afin de notre parti, afin de donner notre point de vue sur ces grèves. Nous disons, notre pays, nous devons savoir où nous allons. Aujourd'hui, c'est un soulagement. Nous remercions les centrales syndicales pour avoir ramené la balle à terre. Nous remercions tous les acteurs sociaux pour l'esprit d'apaisement. Mais nous disons qu'il faut trouver les moyens d'une manière consensuelle, bien sûr, au niveau du cadre de dialogue social, qu'un moyen soit trouvé pour mettre fin définitivement à la grève perlée dans notre pays. Chaque journée de grève fait perdre des milliards de francs CFA, fait perdre de l'argent. Vous voyez, les 2 mois, 3 mois de grève des enseignants, c'est des années qui sont hypothéquées, pas au niveau de ces étudiants. Vous voyez le niveau des enseignants aujourd'hui qu'on beaucoup décrit. C'est les corollaires de ce que nous avons vécu en 1988, 89, 90. C'est les corollaires aujourd'hui où les produits, ces jeunes, en ce temps, qui étaient formés, aujourd'hui, c'est eux qui forment les élèves. Et le niveau est très bas dans l'éducation. Donc, nous pouvons imaginer une forme de grève, nous pouvons imaginer des formes de grève comme au Japon, où nous mettons des bandeaux jaunes sur nos têtes, où nous allons au service, mais nous matérialisons avec des brassards, etc. Donc, il y a la possibilité de faire d'autres formes de grève, d'autres formes de revendications, parce que notre pays est véritablement un pays
pauvre. Je vous le répète, quand il dit le pays est pauvre, au-delà des citoyens, l'État même n'a pas de ressources. Les ressources... Est-ce que l'État n'a pas, pour vous, l'État n'a pas une part dans tout ce qui s'est passé? Parce que parlant de ce qui a été perdu, de ce qui a été hypothéqué, et il lui fallu situer les responsabilités. Les travailleurs, c'est, mais l'État également. Est-ce que pour vous, dans la gestion de la crise, dans la gestion de la situation qui a prévalu, l'État, quelque part, n'a pas manqué de tact? Bon, je ne suis pas le gouvernement. Moi, je dirais que l'État est resté dans sa botte, celui de la négociation avec les centrales. Vous voulez telle modification de votre statut? Oui. Mais pour le moment, l'État n'a pas les ressources parce qu'on a des priorités. Vous voulez telle chose? Oui. Mais pour le moment, l'État n'est pas disponible pour le faire parce qu'il y a des priorités plus urgentes que ce que l'État... L'éducation, mais attendez, l'éducation, les conditions, l'habillement est une condition urgente. Vous ne prenez qu'un pan, du statut, monsieur Villegas. Oui, non, mais c'est des choses qui se discutent et qui s'obtiennent dans le temps. Vous savez, un gouvernement, c'est des ressources. Monsieur Landry, vous avez un salaire à la fin du mois. Ce salaire, vous le répartissez, vos enfants, votre loyer si vous êtes en location, l'électricité, l'eau que vous devez payer, plus le panier que maman doit amener au marché. Mais si vos enfants vous se mettent à vous dire, papa, j'ai besoin d'acheter une nouvelle moto, je vais faire ci, où est-ce que vous allez trouver les moyens pour le faire? Oui, à défaut d'avoir les moyens pour le faire, il faut savoir leur dire, il faut peut-être trouver le moyen pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas les moyens. Vous savez, les travailleurs sont dans leur droit de revendication. Peut-être que dans la manière de leur dire qu'il n'y a pas les moyens, on a péché quelque part. Non, bon, moi, je ne peux pas juger de la manière dont on l'a dit. Je pense qu'entre adultes, il n'y a pas de manière de dire les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont, c'est que les centrales qui sont dans leur rôle d'amélioration des conditions de vie des travailleurs, c'est normal. Et c'est pour ça que le gouvernement travaille. Un gouvernement, son but final, c'est quoi? C'est d'améliorer les conditions de vie et des travailleurs et de tout le peuple. Sinon, il n'y a pas de gouvernement, on n'en a pas besoin. Donc, le gouvernement travaille pour améliorer les conditions de vie. Mais immédiatement, lorsque les centrales exigent tel ou tel élément, je pense que le gouvernement a donné des réponses nécessaires. Je ne faisais pas partie des négociations, mais je pense que chaque acteur a joué sa partition. Les négociations sont parties loin. Malheureusement, cela a laissé des séquelles au niveau de notre administration. Ce que nous pouvons demander, c'est de prier pour que de telles situations ne prévalent plus dans notre pays. Il y a quand même que le gouvernement doit se remettre en cause quand on retrouve à gérer des situations de crise au niveau de plusieurs secteurs de l'administration. Il est question de la justice, de la santé, de l'enseignement, donc de plusieurs secteurs. Le gouvernement devra peut-être revoir les choses et se remettre en question. Non, le gouvernement n'a pas à se remettre en question. Le gouvernement a une politique, a un cadre d'exécution de sa politique. Vous, la responsabilité, si on devait situer la responsabilité, c'est à sens unique. Vous voulez dire que uniquement dans cette situation, ce sont les centrales qui ont mal agi? Non, la responsabilité ne se situe presque nulle part. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est les mauvaises habitudes de notre pays qui sont restées là depuis le renouveau démocratique. Mais sous le président Soglo, il y a eu combien de grèves perlées? Sous le président Kérékou, c'était pire. Le président Yaïboni, il y a à peine 2-3 ans, en 2013, a essuyé des mois de grève. Donc, c'est des habitudes qui sont dures à enlever. Et on ne peut pas continuer un pays qui veut son développement, sachant d'où nous partons, où nous allons. C'est pourquoi il dit que la faute n'est à personne. C'est dans les mœurs, déjà, à un niveau donné, on laisse 2 ans de répit à un gouvernement, après on attaque. Donc, moi, je pense que... La faute, elle est selon vous. Alors, l'intransigeance du chef de l'État, ça a été une bonne méthode selon vous? Est-ce que c'est de l'intransigeance? Le chef de l'État est une personne très sensible. Oui, il n'a pas bougé. Il dit il est très sensible. Voilà ce que nous avons. Il n'a pas bougé parce que il n'a pas bougé parce qu'il n'a pas bougé parce qu'il n'est pas un démagogue. Ouais. Non, il est intransigeant. Ouais. Mais ce n'est pas de l'intransigeance. C'est quoi? C'est de la démagogie. Qu'est-ce qui va se passer? Il aurait pu dire oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Hein. Bon, je vais faire ça, mais laissez-moi 5-6 mois ou 8 mois, le temps que je regarde. Bon, dans 5-6 mois, il n'a pas les ressources pour le faire.
les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est reparti pour des grèves sans fin. Voilà. Donc, le chef de l'État est pragmatique, il dit, monsieur, je suis d'accord de discuter avec vous, mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer. Le moment venu, nous allons nous asseoir pour revoir dans l'ensemble les éléments de revendication des travailleurs. Voilà un peu On va dire un mot des marches de soutien et de remerciement. Le PRD et puis le PRD à Porto-Novo a marché pour soutenir le chef de l'État. On connaît l'aversion du président de la République pour le culte de la personnalité et un certain nombre de pratiques qui ont eu cours par le passé. Et puis, on en était là quand, dans l'arrondissement de Manigri, le même scénario s'est produit. Quelle lecture faites-vous de tout ça et comment expliquez-vous le silence, par exemple, du gouvernement qui peut-être aurait dû prendre des mesures pour encadrer? Pour encadrer quoi? Pour encadrer les marches d'un parti politique et les marches. Oui. Même dans le projet de révision, le chef de l'État l'avait inscrit, culte de la personnalité. Et puis on voit quand même le PRD soutien du régime marché. Récemment, la population aussi de Manigri à Bassil a marché. C'est un retour aux mauvaises habitudes. Ce qu'on a tout le temps décrié, M. Videgla. Non, il faut dire que, je l'ai dit, les habitudes ont la peau dure dans notre pays. Mais le chef de l'État n'a jamais dit à quelqu'un d'aller marcher. Mais non. Par le passé, c'est à partir du palais que tout s'organise. On sait comment ça se passe. Et des fonds sont mis à disposition pour ça. Aujourd'hui, il n'est pas question. Et le chef de l'État, pas question de mettre un seul centime dans ce genre de pratiques. Mais il ne refuse pas. Non. Le chef de l'État ne dit pas. Il ne s'y oppose pas. Non, parce que... Non, attendez, un citoyen qui se lève pour dire ce que le chef de l'État pose comme acte pour le développement de mon pays, je suis d'accord. Je le soutiens. Marcheriez-vous, par exemple, au niveau du RBNV pour soutenir le gouvernement? Je ne marcherai peut-être pas, mais j'organiserai une conférence. Ce que j'ai fait la dernière fois à Boycon, nous avons organisé une conférence départementale. Nous allons faire la seconde conférence à Parakou. Nous allons continuer dans le littoral. Et durant ces conférences départementales, nous formons les militants, les cadres et tous les sympathisants des incubateurs qui, à leur tour, retournent dans les villages, les quartiers, pour faire la même chose au niveau de la base. Vous ne marcherez pas. Que pensez-vous concrètement de ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est une méthode comme une autre. Même en France, on marche pour des gens, pour le régime. Hein. Ça dépend sous quel angle on prend la chose. Vous savez qu'il y a quelques semaines, l'intoxication dans notre pays avait atteint son comble. Avec la sortie du DFA, avec un certain nombre, les réseaux sociaux qui se sont enflammés sur un certain nombre d'intoxications, il était normal que le soutien du chef de l'État et du nouveau départ puisse sortir pour dire non. Ceux qui crient ne sont pas seuls au Bénin. Peut-être qu'ils représentent seulement 10% du Bénin et qu'il y a 90% qui soutiennent le régime. Là, il fallait le manifester. Ce n'est pas l'épreuve du pouvoir. Vous savez, moi, je suis de ceux qui disent que Normaux Communications, ce n'était pas correct. Parce que nous faisons des choses extraordinaires que le peuple ne connaît pas. Que les citoyens, même vous, journalistes, vous ne connaissez pas. Le président Talon fait des choses extraordinaires. Mais le fait de ne pas communiquer autour, de ne pas expliquer ce qui est en train d'être fait, cela peut attiser... Ce sont les marches qui expliquent. Les marches se terminent souvent par, je pense, des meetings où on explique un peu ce que le gouvernement fait. Si ce n'est pas fait comme ça, moi je dirais prochainement, il faut corriger la chose. On peut faire une marche pédagogique, une marche qui informe, une marche qui éduque, une marche qui donne de l'information. Et comment tout ça est financé, Ah non, puis ça je peux vous le dire, c'est financé par les auteurs eux-mêmes des marches. Hein. Il y a pas, ce qui est beaucoup plus... Je vous donne un exemple. Le RBNV, un parti ancré du nouveau départ, c'est le parti de la mouvance présidentielle. Mais il n'y a pas de fonds. Hein. Chaque parti mène des activités avec ses propres fonds. D'accord. Ce qui est beaucoup plus gênant, M. Videgla, c'est que au départ, le chef de l'État a dit « je ne veux pas de marche ». Il est même allé jusqu'à l'inscrire dans le projet de révision de la Constitution. Et puis quelques années après, on voit les partis qui le soutiennent marcher. Et depuis, pas de réaction. Donc, pourquoi avoir diabolisé? Donc, les marches n'étaient pas si nuisibles que ça, mais pourquoi avoir organisé une campagne de diabolisation des marches au début du régime, M. Videgla? Non, mais dans le fond, les marches pour
des marches désordonnées, gabégiques, tendant à faire le culte de la personnalité, à déifier un régime, sont une très mauvaise chose pour notre pays. Serait-il très différent de ce qui se passe actuellement? Bon, moi je ne sais pas quels sont les motifs du PRD qui l'ont poussé à la marche. Ou des marcheurs de Manigré? Ou les marcheurs de Manigré. Chacun a sa réflexion. Nous n'avons pas été consultés. Ils ont pris l'initiative, ils l'ont fait. Ce n'est pas négatif, mais moi je dis il faut peut-être encadrer pour mieux faire. De transformer ça en grande assemblée de formation des populations aux actions du gouvernement, oui. On a encore moins de 10 minutes, le temps passe Non. véritablement. Non. On va tout de même parler maintenant des réformes de la gouvernance politique sous Patrice Talon. Le COSLEPI a été installé, disons, 4 mois, enfin, après la décision prise donc par la Cour constitutionnelle. 6 mois de travail. Les choses se mettent un peu en place. Quel est un peu votre regard, votre lecture de l'installation de ce ma lecture, c'est que je suis heureux que ce dossier a beaucoup de polémiques aussi ait pu trouver un dénouement rapide au niveau du Parlement et que les membres du COSLEPI a été officiellement installés par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, cela démontre que nous entrons de plein pied dans la phase des préparations des élections prochaines, législatives, communales, etc. Ah non, est-ce que l'on n'est pas sorti de l'auberge parce que tout n'est pas fini avec l'installation. Il va falloir que le gouvernement mette les moyens. Les moyens seront mis à disposition. Nous sommes un gouvernement très responsable. Le gouvernement ne valide pas une action sans moyens. Ça, c'est le propre du régime du nouveau départ. Lorsqu'on valide une action, c'est que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette action sont disponibles. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas le chef de l'État, je ne suis pas le gouvernement, mais je vous rassure sur le fait que le COSLEPI aura les moyens pour travailler dans toute quiétude pour que nous ayons un processus électoral apaisé. Voilà. Votre parti sera aux élections et sous quelle manière? Notre parti sera aux élections, à toutes les élections, notamment législatives et communales. Soit en alliance, toujours avec l'Union fait la Nation, auquel nous sommes toujours membres, ou aussi dans un bloc beaucoup plus élargi que l'Union, ou dans un bloc identique, ou en identité, Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Parce qu'aujourd'hui, nous couvrons pratiquement les 12 départements. Nous avons des militants qui sont très très engagés et très mobilisés à la base. Rien n'empêche le parti aujourd'hui. Ce que nous aurions dû faire, à reculons, nous le regrettons depuis 2011, nous aurions dû aller aux élections nous-mêmes et placer nos propres députés au niveau du Parlement. Aujourd'hui, notre visibilité aurait été tout autre. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes les précurseurs et les promoteurs du regroupement des partis politiques pour éviter l'émiettement de la classe politique. Donc, nous sommes favorables à tout regroupement. Nous militons, nous travaillons ardemment à ce que ces regroupements puissent s'opérer avant les prochaines élections électorales. Et d'ailleurs, au Parlement, disons, la charte sur le système partisan, en tout cas, sera sans doute votée avant les législatives. On attend de voir. En attendant de recueillir votre position, la position du parti sur cette charte, dites-nous un peu, on apprend qu'il y aura donc 3 blocs, ou bien il y a 3 blocs que sollicite le chef de l'État, un qui sera conduit par le PRD, un deuxième par l'Union fait la Nation, et puis un troisième, la dynamique unitaire. Et selon nos informations, c'est l'Union fait la Nation qui, en tout cas pour le moment, attire beaucoup plus de personnes. Est-ce vrai ou faux? Beaucoup plus de partis, faudrait qu'on fasse un peu de nuance. Oui. Le chef de l'État dit... C'est un souhait. D'ailleurs, même dans le projet de révision, il a manifesté. Le projet de charte des partis politiques tend à conforter cela pour aujourd'hui permettre une meilleure gestion de la gouvernance de nos partis politiques. Il faudra que les partis politiques qui sont régionaux, les partis politiques communaux, puissent se mettre ensemble pour couvrir l'intégralité. Nous avons 77 communes. Faut que je viens de vous avouer au début de l'émission que le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision couvre aujourd'hui 13 communes. Alors que nous devrions couvrir les 77 communes.
Mais pour cela, il faut beaucoup de moyens. Vous savez, une organisation politique, c'est beaucoup de moyens financiers aussi pour travailler, pour fonctionner, la logistique, les sièges du parti, etc. Un parti qui n'a pas beaucoup de cadres, qui cotise, qui participe à la vie, aura du mal à couvrir l'étendue du territoire. Donc, se mettre ensemble est une bonne chose. Mais dire que l'Union fait la nation est le bloc déjà désigné, le PRDL bloc désigné, ou bien la dynamique unitaire bloc désigné, pour le moment, des blocs se constituent. Le moment venu, vous verrez bien quels sont les blocs qui sont véritablement les blocs qui travaillent pour la majorité au niveau du Parlement, pour la continuité du nouveau départ, la bonne continuité du nouveau départ. Vous l'avez dit vous-même, les blocs se constituent et, oui. et il n'est pas exclu que vous avez eu déjà des contacts. De quel bloc vous sentez-vous le plus proche à cette date? Le meilleur bloc qui assure la stabilité, la démocratie, la continuité, l'enracinement de notre démocratie, le bloc qui concourt à la réalisation des programmes du nouveau départ, le bloc qui se met dans la dynamique véritablement d'une certaine mutation, d'une certaine transition de la classe politique, l'accompagnement de la transition de la classe politique, et le bloc qui, dans ses chartes, va prévoir quand même une bonne ouverture démocratique où il y a l'émulation, la libération des énergies et des compétences. D'accord, très rapidement. Il n'existe pas encore alors. Ah, ils sont en construction, l'Union fait la nation est en pleine mutation. D'accord. Très rapidement, l'opposition s'organise également, vous avez dû l'observer. Quelle appréciation faites-vous de ce qui se passe au niveau de la rencontre de Difa, par exemple, l'USL qui s'est constitué, le fonds qui s'organise entre l'USL, le FCBE, les Forces Corées pour un Bénin émergent, tout ça, vous avez dû, en tant qu'acteur politique, vous avez dû observer tout ça. Quelle lecture faites-vous de ce qui se fait au niveau de l'opposition? Non, ma lecture, c'est que, vous savez, l'opposition joue son rôle et le gouvernement joue son rôle. Un pays sans opposition, un pays qui dérive souvent vers l'autocratie et la dictature. Vous en avez fait l'expérience pendant Nous en avons fait l'expérience durant près de 10 ans où on nous interdisait même l'accès aux médias. C'est intéressant. Oui, l'opposition est intéressante parce que ça vous permet de voir à l'épreuve des faits les difficultés, les enjeux, etc. Et vous voyez, pendant notre phase d'opposition, oui, nous apportions des solutions secteur par secteur au gouvernement. Les critiques constructives. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'opposition, c'est de se structurer, de dire à gouvernement, nouveau départ, au niveau agriculture, vous avez proposé tant. Nous estimons que en faisant ça, notre pays ne se développe pas. Nous proposons que vous fassiez telle chose. Au niveau de l'éducation. Si le rôle d'une opposition, c'est de faire une opposition, mais à défaut de faire des propositions, c'est celui de critiquer en disant ça, c'est pas bon. Des alternatives. Des alternatives. Toutes les fois, parfois. Voilà. Parfois, oui. Voilà. Mais c'est de critiquer les politiques mises en œuvre et non de critiquer l'homme et d'inventer des ce que vous reprochez aussi il y a plusieurs années. Dans tous les cas. Une dernière question, je ne sais pas si l'on veut le permettre, une dernière question peut-être, elle est en rapport à la saisine par l'opérateur économique devenu politicien, Sébastien Diavon, de la Cour africaine des droits de l'homme. Il demande plus de 500 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça ne me fait rien. C'est son droit le plus absolu. Il est citoyen béninois, il est citoyen africain. Il est normal que, lorsqu'il se sente lésé, qu'il fasse recours à la justice. Aujourd'hui, je fais partie de la gouvernance de mon pays, mais si je me sens lésé, si je me dis ou je présume que je suis lésé, je fais recours à la justice de trancher. Donc, il est dans son bon rôle, dans son bon devoir. Attendons de voir les résultats et le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est un partenaire que le chef de l'État a perdu, disons, qui a pris ses distances avec le chef de l'État. Azanaï aussi est parti. Pensez-vous que si ces deux
messieurs étaient avec votre régime, la gouvernance aurait changé ou bien ça aurait un plus? Non, la gouvernance n'aurait pas changé d'un iota. La gouvernance, c'est un cadre d'exécution, un cadre de fonctionnement, un cadre de mise en œuvre. Peut-être ce qui aurait changé, c'est la popularité que vous attribuez souvent au chef de l'État, c'est tout. Peut-être qu'on aurait pu... C'est une réalité. Alors, oh non, on attribue, c'est pas une réalité. Ce sont des personnalités avec qui vous avez eu à travailler pour l'avènement du président. Oui, c'est malheureux qu'il soit parti. N'avez-vous aucun regret? Non, je viens de le dire, c'est malheureux qu'il soit parti, mais la vie est un choix. Soit vous nous suivez dans tous les régimes au monde, des États-Unis, dans les plus grandes démocraties, soit vous êtes avec le régime ou bien vous quittez. Maintenant, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à venir défendre des idées que vous partagez avec la personne. Donc, chacun... Vous allez conclure, vous permettez, le réalisateur nous fait vraiment des signes. Juste cette petite dernière question. Alors, cette opposition qui se constitue, est-ce que pour vous, il faut la prendre au sérieux ou bien vos programmes vous permettront de rafler aux prochaines législatives? Non, il faut prendre l'opposition au sérieux. En politique, tout doit être pris au sérieux. Nous prenons l'opposition très sérieux. Ils ont des capacités, ils ont des grands mobilisateurs, ils ont des cadres de conception. Donc, ils vont définir des stratégies pour chercher à nous battre aux élections. De notre côté, nous avons toutes les capacités nécessaires pour renverser la vapeur. Wait and see. D'accord. Vous allez conclure. D'accord. Je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter sur ce plateau. D'abord, tous mes remerciements vont aussi au peuple béninois pour sa patience. Patience que, très humblement, je demande encore à tout le peuple béninois, parce que construire une nation, c'est difficile. Je demande à ce que chacune et chacun puisse avoir la patience d'attendre encore un tout petit peu pour voir la matérialisation des programmes et des engagements du nouveau départ. Au niveau du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, notre parti qui prône la nouvelle vision dans notre pays, je dis à tous nos militantes et militants partout, de continuer toujours le travail d'explication, le travail pédagogique à nos populations pour qu'ils comprennent que nous allons vers des lendemains meilleurs pour le Bénin. Je rassure mes compatriotes sur le fait que notre pays est sur la bonne voie. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est certain. Tout le travail qui est fait chaque jour et chaque nuit concourt à cela. Et je souhaite à toutes et à tous un bon début de Ramadan, surtout aux musulmans, et à notre peuple, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix dans chacun des foyers. D'accord, Auguste Videgla, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le président du parti Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Avec vous, il a essentiellement été question du nouveau départ et de la gouvernance qui a cours depuis 2 ans. Vous vous êtes prononcé sur plusieurs sujets majeurs dans un style qui est vôtre. Beaucoup de choses ont été dites avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité, on va dire. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis et merci à toute l'équipe de Zone Franche, Augustin Vidécon, Achille Nyakadia, Landry Salanon et moi-même vous souhaitons un bon après-midi dominical en compagnie de nos programmes.